Et notre invité ce matin, c'est Guillaume Ancel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ancien officier de l'armée, chroniqueur de guerre, auteur de ce livre qu'on va voir, Saint-Cyr, à l'école de la Grande Muette. C'est chez Flammarion. Guillaume Ancel, on avait envie de sortir un petit peu de l'actualité nationale, de cette composition du gouvernement et de parler de l'actualité internationale, évidemment, très importante. Et d'abord, de ce qui se passe au Liban. On a entendu hier le discours de Nasrallah, le chef du Hezbollah, après les explosions qui ont eu lieu cette semaine, l'explosion de Beeper, l'explosion de Talkie-Walkie. Le chef du Hezbollah qui a dit hier « L'ennemi a franchi toutes les lignes rouges. Israël recevra un terrible châtiment ». Est-ce que Nasrallah a les moyens de ses paroles ? On devrait se demander, et surtout, pourquoi Benyamin Netanyahou a fait ça, et a fait ça à ce moment. En fait, il avait un fusil à un seul coup, en faisant exploser les beepers et une série de talkie-walkie. Donc il a fait plus de 3000 blessés, essentiellement dans les cadres du Hezbollah, parce que c'était des gens qui avaient des responsabilités, qui étaient équipés. Et au fond, il n'a tué qu'une quarantaine de personnes, 37 au dernier bilan. Mais pour l'essentiel, il a abîmé, il a marqué physiquement l'essentiel des cadres du Hezbollah. À quoi est-ce qu'il peut s'attendre en faisant cela maintenant, alors que jusqu'ici, ces dernières semaines en tout cas, le Hezbollah affichait clairement son intention de ne pas se lancer dans une guerre terrestre contre Israël. Ça interroge parce qu'on se dit, d'une part, il aurait dû garder ce dispositif pour le jour où le Hezbollah allait attaquer Israël, et là tout le monde aurait compris qu'il se défend. Là, il ne se défend pas, il attaque. Et puis deuxièmement, on est très interrogatif sur le fait que, alors qu'il vient de finir de ravager la bande de Gaza, et qu'à un moment, il sera obligé de s'arrêter. D'autant que la société israélienne est furieuse depuis qu'elle a compris qu'il avait sacrifié les otages pour faire ça. Pourquoi est-ce qu'il a déclenché cette attaque contre le Hezbollah maintenant ? On va revenir sur Benyamin Netanyahou, mais juste, est-ce que Nasrallah, est-ce que le Hezbollah a les moyens de riposter ? Alors, oui, parce que, et à mon avis, c'est une erreur tragique qu'a faite Netanyahou. Il n'a pas neutralisé ces cadres du Hezbollah. S'il les avait fait tuer ou abîmer de telle façon que de toute façon, il ne pourrait jamais plus être opérationnel, on pourrait dire qu'il vient de neutraliser pour 6 mois le Hezbollah. Mais là, pas du tout, il les a mutilés. Et ce n'est pas parce qu'on a perdu 3 doigts ou un œil qu'on n'est pas capable de combattre. D'ici 2 semaines, ces 3000 personnes-là, elles ne penseront qu'à une seule chose, c'est à se venger d'Israël. Ils ont les moyens de se venger ? Ils les trouveront. Et malheureusement, dans ce genre de guerre, puisqu'on ne respecte plus rien du droit international, non seulement les Israéliens, à cause de Netanyahou, sont sortis de tous les cadres. Et on le voit bien à Gaza, où plus de 90% des gens qui ont été tués ou blessés sont des victimes collatérales, ne sont pas des cibles du Hamas. Le Hezbollah fera la même chose. Et donc il va s'attaquer à la population civile en Israël. Il peut le faire. Ils pourront le faire, bien sûr, ils feront des attentats, ils chercheront par tous les moyens une manière de se venger et de le relancer comme un boomerang. Vous savez, abîmer quelqu'un corporellement quand c'est son ennemi, c'est s'assurer de sa vengeance à terme. Hier, Emmanuel Macron qui a réagi, il a dit qu'il y a un chemin diplomatique qui existe, sous-entendu pour éviter un embrasement dans la région. Est-ce que vous croyez qu'il y a un chemin diplomatique qui existe ? En tout cas, il a raison de l'affirmer. D'ailleurs, hier, il y avait le secrétaire d'État américain qui était justement en visite à Paris parce que la volonté des Américains, ce serait d'arriver à faire redescendre la tension au Proche-Orient. Et Netanyahou fait tout pour la faire monter. On a l'impression qu'il faut absolument qu'il reste en guerre, comme s'il allait perdre le pouvoir s'il n'y était plus. Et en plus, on est au cœur des élections américaines. Et donc Netanyahou sait très bien que c'est un moment où il peut mettre en grande difficulté l'administration démocrate, le président Joe Biden et évidemment sa candidate Kamala Harris. Donc le président Macron, qui est sollicité par les Américains pour cette fois les aider dans cette crise au Proche-Orient, eh bien de trouver une autre voie qui va être très difficile à emprunter parce que finalement Netanyahou a tout fait pour emmener le Hezbollah sur la voie de la guerre. Et justement, est-ce que Joe Biden, Kamala Harris, ils peuvent calmer le jeu à l'heure actuelle ? Ils n'y sont pas arrivés ces derniers mois, ces 11 derniers mois. La guerre dure depuis plus de 11 mois maintenant. Et surtout, je pense que tant que les élections américaines ne seront pas passées, Joe Biden ne fera rien qui puisse se retourner contre lui dans le cas des élections. Donc non, il n'y aura pas de réaction efficace des Américains. Au même titre qu'on est à peu près persuadé que la CIA savait que les Israéliens avaient ce dispositif. Les Américains n'ont pas été informés que Netanyahou allait déclencher ce dispositif, mais en fait, ils n'avaient pas les moyens d'empêcher Netanyahou de le faire. Ouais. Pour vous, c'est sûr, c'est Israël ? Il n'y a pas de doute. Non, j'ai aucun doute sur le sujet, parce que si ça n'avait pas été Israël, Israël l'aurait démenti
avec véhémence. Ce qu'ont fait les Américains d'ailleurs. Et là, on voit bien qu'Israël ne dit pas un mot, parce qu'ils ne veulent pas revendiquer l'attentat, mais voilà, parce qu'il n'y a pas de revendication, il n'y a aucune preuve que c'est Israël qui a que... Non, il n'y a pas de preuve, il n'y a qu'un faisceau d'indices, mais il n'y a personne d'autre qui revendique cet attentat, et en tout cas pas les fabricants des beepers. Est-ce que, parce que c'est vrai qu'on a été un peu surpris, alors nous on est un peu naïfs face à tout ça, mais comment c'est possible de telles attaques? Comment ces beepers, ces talkie-walkie ont pu être manipulés de la sorte sans que personne s'en rende compte? On ne le sait pas réellement. Il y a des disputes de spécialistes qui seront sans fin autour de est-ce que c'était du Semtex ou du TNT, mais à mon avis, on n'est pas au bout de la route. Moi, j'ai un doute sur le fait que les Israéliens aient trouvé une manière de faire exploser une batterie. Je ne suis pas sûr qu'ils aient réellement introduit un explosif, ou alors ils ont corrompu la batterie avec un élément qu'on ne connaissait pas. Ce qui est très impressionnant, c'est le côté massif de l'attaque. Parce que piéger un téléphone portable, ça a déjà été fait à multiples reprises. Mais piéger 4000 beepers, piéger 500 talkie-walkie, alors là, en termes logistiques, en termes d'organisation, c'est colossal. Massif et ciblé, puisque c'est des beepers et des talkie-walkie qui appartenaient aux membres du Hezbollah. Alors, on ne sait pas si ils allaient être livrés. Aujourd'hui, le Liban dit qu'ils ont fait une enquête, mais enfin, ils n'ont pas les moyens d'enquêter. Pour dire qu'évidemment, ça n'a pas été fait sur le sol libanais, ça, c'est pour éviter les chasses aux sorcières. Mais en réalité, on ne sait absolument pas à quel moment ça a été fait. On sait juste que c'était très orienté et que un seul signal a fait exploser l'ensemble du dispositif. Donc ça n'était pas non plus ciblé vers quelques personnes, puis d'autres. De toute façon, une fois qu'on a fait exploser ce genre de dispositif, il n'est plus réellement utilisable parce que tous les autres détenteurs vont évidemment aller vérifier ou se séparer de leur appareil. Donc ce sont des fusils à un coup, et en fait Netanyahou n'avait aucune raison de l'utiliser à ce moment-là. Mais est-ce que ça a quand même affaibli cette vague d'explosion de beepers de talkie-walkie, ça a affaibli le Hezbollah? Ça a affaibli le Hezbollah très temporairement, je dirais quelques jours. Et faire ça dans ce contexte, c'est suicidaire. Ça ne peut pas instaurer un climat de crainte au sein des membres du Hezbollah? Vu l'état d'esprit du Hezbollah, qui est d'abord une armée, contrairement au Hamas, c'est une armée de 50 000 personnes, qui est très bien équipée, qui est commandée. En fait, ça risque surtout d'attiser une haine supplémentaire contre Israël. Et c'est en ça que Netanyahou, pour moi, est un fauteur de guerre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cherche la confrontation et la violence quand Israël, qui est une nation menacée, devrait au contraire chercher un apaisement et une relation durable avec ses voisins. Netanyahou fait exactement le contraire. Est-ce qu'on peut dire fauteur de guerre après ce qui s'est passé le 7 octobre, où c'est quand même Israël qui a été attaqué? L'attaque terroriste du 7 octobre ne justifie pas tout. Je rappelle qu'il y a eu 1400 morts et disparus, otages, avec l'attaque du 7 octobre. Là, Gaza, la dévastation de Gaza en 11 mois, une fois qu'on aura déblayé les décombres, on ne sera pas à 42 000 morts, comme le dit l'État civil. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il aurait dû attendre une attaque du Hezbollah, et là, il serait apparu comme en défense, quelqu'un qui se défend. Est-ce que là, c'est pas pareil? Est-ce que là, c'est pas Israël qui a été attaqué, et Benyamin Netanyahou et Israël qui se défend? Israël a été attaqué par le Hamas. On sait que le Hamas a été aidé par l'Iran. Le Hezbollah a soutenu le Hamas, mais le Hezbollah, jusqu'ici, n'avait pas attaqué de manière terrestre Israël. Et c'est en cela que Netanyahou, surtout dans un contexte où depuis plusieurs semaines, le Hezbollah affiche, parce que c'est la décision de l'Iran, qu'ils ne veulent pas se lancer dans une guerre contre Israël. Il n'a pas de raison de faire ça, si ce n'est de vouloir s'inscrire durablement dans la guerre. Est-ce que cette série d'explosions, pour vous, c'est le signe avant-coureur d'une attaque d'Israël sur le Liban? À mon avis, c'est surtout une provocation, c'est-à-dire que Netanyahou veut que ce soit le Hezbollah qui l'attaque pour expliquer qu'il se défend. Pourquoi? Parce qu'il a absolument besoin de l'aide des Américains, et on se doute bien que l'administration américaine est folle de rage, parce qu'elle lui avait demandé d'apaiser la situation, et lui il fait le contraire. Mais si Israël est attaqué par le Hezbollah, les Américains sont obligés de défendre Israël. Je rappelle que Israël n'a pas de stock de munitions. Ce sont les Américains qui livrent pratiquement chaque semaine les stocks de munitions dont Israël a besoin. Donc, Netanyahou est en train de dire, vous avez vu, le Hezbollah va nous attaquer. On dirait Donald Trump. Il inverse les réalités pour obliger les autres à faire ce qu'ils ne souhaitent pas. Est-ce que Benyamin Netanyahou, il a besoin de la guerre pour se maintenir au pouvoir, selon vous? Ah, très clairement. Je pense que la société israélienne, dès que la guerre s'arrêtera, la société israélienne le virera. Pour au moins une raison. Le fait qu'il ait menti à tous les Israéliens sur cette guerre contre Gaza où il avait promis qu'il allait sauver les otages, alors qu'en réalité, il les a sacrifiés pour dévaster Gaza. Il les a sacrifiés selon vous?
Ah oui, clairement. Il avait d'autres choix? Pardon, mais moi j'ai fait un peu d'opérations de sauvetage d'otages. Vous ne pouvez pas bombarder massivement un territoire et en même temps aller chercher les otages. Il a fait le choix de bombarder d'une manière incroyable. C'est-à-dire qu'il a détruit plus de 85% des 360 km² de la bande de Gaza. On n'a jamais vu ça, même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a massivement bombardé l'ensemble du territoire et pas le Hamas, mais bien tous les Palestiniens, les 2,4 millions de Palestiniens. Il ne pouvait quand même pas espérer que les otages qui étaient aux mains des Palestiniens allaient être mis de côté, sauvegardés pendant ces bombardements. Donc l'armée israélienne est en train de révéler qu'évidemment, ils retrouvent régulièrement des otages qui ont été tués par les bombardements. Est-ce que selon vous, il y a une chance pour un cessez-le-feu à Gaza dans un futur proche, avant la présidentielle américaine ? C'est ce que le président Joe Biden espère encore, parce que ce serait un véritable atout pour lui de dire, vous avez vu, enfin la guerre au Proche-Orient s'arrête, la menace contre Israël. Israël est une nation qui sera toujours menacée par son voisinage. Je pense que Netanyahou fera tout pour empêcher qu'il y ait un cessez-le-feu, ce qu'il a remarquablement fait depuis 11 mois, avec l'aide de son meilleur ennemi, qui est le Hamas. Mais il fait tout pour empêcher le cessez-le-feu, selon vous? Ah, il fait tout pour empêcher le cessez-le-feu. Même Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, l'a confirmé, puisque c'est Netanyahou qui a imposé le fait d'occuper le couloir de Philadelphie, qui est juste la frontière avec l'Égypte, pour empêcher, parce qu'il savait que c'était une condition sine qua non de refus du Hamas. Et donc, bien sûr que quand il a fait ça, eh bien, il savait délibérément qu'il ne trouverait pas de cessez-le-feu. On va parler d'un autre front, quoi qu'il y a un lien entre les deux, vous allez sûrement nous le dire, c'est le front entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que derrière les mots de soutien à l'Ukraine de la part des Occidentaux, il y a un essoufflement de l'aide occidentale? Oui, et qui est lié aussi au regain de crise au Proche-Orient. Les Américains n'ont pas un stock de munitions extensible. À partir du moment où ils sont obligés de se concentrer sur Israël à cause de la menace du Hezbollah, eh bien en fait, c'est autant de munitions qui n'iront pas en Ukraine. Et les Ukrainiens le disent actuellement, on ne comprend pas, on n'a pas le flux d'approvisionnement que vous nous aviez promis. Mais en fait, les Américains ne peuvent pas faire les deux en même temps. Donc, l'impact, je ne pense pas que ce soit un objectif recherché par Netanyahou, je n'ai pas compris comment, mais l'impact, il est beaucoup sur la politique américaine. En fait, les Américains sont clés aussi bien au Proche-Orient qu'en Ukraine. S'ils sont canalisés par le Proche-Orient, en fait, ils sont obligés de se détourner physiquement en partie de l'Ukraine. C'est ce qui se passe actuellement où le soutien est moins grand. Et puis, exactement comme pour le Proche-Orient, en pleine élection présidentielle, les Américains ne peuvent pas prendre une décision dont Trump pourrait se servir comme un argument contre l'administration et bien sûr contre Kamala Harris. Est-ce que les Européens, ils sont au rendez-vous de l'aide occidentale, de l'aide à l'Ukraine ? Je dirais que c'est à l'image du fait que le commissaire français Thierry Breton a été viré. Non, ça marque bien l'échec de l'Union européenne. Autant l'Union européenne a été remarquablement efficace sur le traitement du Covid-19, c'était Thierry Breton, de dire on se met ensemble pour produire des vaccins, autant quand Thierry Breton a dit il faut qu'on se mette ensemble pour fournir une aide militaire conséquente et quelque part à la hauteur de celle que les Américains fournissent aux Ukrainiens, les Européens sont partis en débandade, y compris le président français qui a reproché à Thierry Breton de ne pas avoir de compétences spécifiques en matière de défense. Donc l'Union européenne n'a pas été au rendez-vous. Mais comment on l'explique? Est-ce que, alors il y a évidemment un soutien à l'Ukraine de la part des Européens, mais est-ce qu'il y a aussi une crainte de Vladimir Poutine? Il reste une crainte de Vladimir Poutine, mais qui, quelque part, est plus importante chez les Américains que chez les Européens. Les Américains ont historiquement, et Joe Biden le premier à cause de son âge, une culture de la guerre froide, de tout faire pour empêcher un affrontement direct contre la Russie de Poutine. Puissance nucléaire. Alors que les Européens se sentent agressés directement parce qu'ils ont très bien compris que la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Et que si l'Ukraine tombe, en fait, c'est toute l'Europe qui est menacée dans sa stabilité, sa prospérité. Pour autant, l'Europe ne s'est pas mobilisée pour contrer Poutine. C'est ça qui est incroyable et extraordinairement décevant. Aujourd'hui, les Ukrainiens ne peuvent pas utiliser les missiles occidentaux pour frapper la Russie, ses centres militaires, ses bases aériennes. Est-ce que c'est une faute? Ah oui, c'est une faute grave. Et alors, c'est là où il faut faire le parallèle avec la situation en Israël. En fait, les Européens, les premiers, n'imposent absolument rien à Netanyahou, alors qu'ils pourraient le sanctionner très durement. Les Américains n'imposent rien de ce qu'ils imposent aux Ukrainiens. Si les Ukrainiens s'étaient permis de faire une attaque comme vient de le faire Netanyahou contre le Hezbollah. Par exemple, contre le FSB, les services secrets russes. 3000 devices qui explosent, blessant, abîmant des agents du FSB, des cadres. On serait tous tombés sur les Ukrainiens pour dire « vous êtes fous, c'est de la provocation ». Et quand Netanyahou fait ça, on dit « oh, quelle performance technique ». Est-ce que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça peut être une guerre sans fin?
C'est la grande crainte des Américains, c'est que ça devienne un conflit à la Corée, avec une ligne de démarcation pendant 70 ans. Donc oui, il ne faut surtout pas figer ce conflit. Et en fait, la question qui se pose, c'est au fond, qu'est-ce que recherchent les Américains et les Européens? Est-ce qu'ils veulent que l'Ukraine puisse se défendre ou est-ce qu'ils veulent une victoire contre Poutine? Ça, à mon avis, on ne le saura qu'après l'élection présidentielle américaine, parce que c'est à ce moment-là, et j'espère bien sûr que ce sera Kamala Harris qui sera élue, qu'on verra quelle orientation prennent les Américains, ce qui n'est pas fait pour l'instant. Mais elle est possible, la victoire contre Poutine? Bien sûr qu'elle est possible parce que nous surestimons gravement la puissance de Poutine. Par exemple, quand Poutine dit « si jamais vous autorisez les Ukrainiens à frapper en profondeur, ça déclenchera une troisième guerre mondiale ». Mais avec quoi est-ce qu'il peut faire une troisième guerre mondiale? Son armée n'arrive même pas à conquérir le Donbass. Poutine a sans doute perdu plus de 200 000 morts, plus de 600 000 blessés dans une offensive qui lui a permis de conquérir 18% de l'Ukraine. Comment peut-il s'attaquer aujourd'hui avec des moyens conventionnels à l'Europe? Et il ne peut pas nous faire croire qu'il y a une menace nucléaire parce qu'il sait mieux que quiconque qu'il n'y a pas de guerre nucléaire. Si jamais il s'essayait à une attaque nucléaire, en fait, c'est l'assurance d'une destruction mutuelle. Ce serait un suicide et il n'a jamais souhaité se suicider. Est-ce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine, il aura suffisamment d'hommes pour poursuivre cette guerre? Il est sans doute à un moment où il aimerait beaucoup avoir une cessation des hostilités temporaires pour pouvoir remonter son armée. Il sait qu'aujourd'hui, il n'a pas les moyens d'aller au-delà du Donbass. Au même titre que les Ukrainiens ont très bien compris qu'ils n'ont pas les moyens de sortir les Russes des 18% du territoire qu'ils ont envahi. Donc on est dans un jeu très complexe où en fait on va aller vers une négociation. La question c'est de ne pas arriver à la table de négociation avec les poches vides. Les Russes ont plein d'arguments. Ils auront conquis le Donbass, une partie du Donbass. Ils ont la capacité de frapper en profondeur tous les jours en Ukraine. Il faut que les Ukrainiens et l'équivalent. C'est ça qu'ils demandent. C'est juste une symétrie des moyens pour dire, regardez, dans la région de Koursk, on a conquis 1000 km², les Russes ont conquis 1800 km² dans le Donbass. Regardez, on a les moyens de vous frapper en profondeur. Avant-hier, les Ukrainiens ont détruit un dépôt de munitions à 600 km de l'Ukraine, qui était un dépôt extrêmement important, qui continue à flamber. Donc, en fait, ce que cherchent les Ukrainiens, c'est juste d'avoir les cartes équivalentes pour pouvoir négocier utilement avec Poutine en disant, nous, on arrête de faire ça, mais vous aussi, vous arrêtez. Ils peuvent être en capacité de les avoir, ces cartes équivalentes? Bien sûr qu'ils peuvent. D'abord, ils ont les armes pour le faire. Simplement, ils n'ont pas le droit de le faire. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant. C'est que ce qu'on impose aux Ukrainiens, pourquoi on ne l'impose pas à Benyamin Netanyahou en Israël? Ça, c'est incompréhensible et c'est totalement injuste. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, vous êtes en capacité de dire qui militairement a le dessus entre l'Ukraine et la Russie? Oui, je peux le dire, aucun des deux. Et c'est bien ça le problème, c'est que la Russie aujourd'hui a conscience, après 2 ans et demi de guerre, qu'elle n'a pas les moyens de conquérir l'Ukraine. Elle se limite à un objectif, on est compte, c'est le Donbass. Au départ, ils pensaient soumettre l'Ukraine en 3 jours, puis en 3 semaines. Aujourd'hui, ils sont à quelques pourcents. Je rappelle que l'Ukraine, c'est 600 000 km². Là, en 9 mois de combats intenses, les Russes ont récupéré 1800 km². Donc, ils ne sont absolument pas à la hauteur. Les Ukrainiens ne peuvent pas surpasser une armée russe qui, globalement, est 4 fois plus puissante qu'eux. Par contre, ils ont une capacité de résistance qui est inouïe, qui, si on se rappelle l'Afghanistan, si on se rappelle l'Irak, en fait, les Russes ne pourront jamais conquérir l'Ukraine. L'Ukraine ne pourra jamais virer de cette manière les Russes. C'est pour ça qu'on ira vers une négociation. Dans un futur proche ? Non, je ne pense pas. En tout cas, pas avant les élections présidentielles américaines. Et là, tout se jouera sur le résultat. Si c'était Donald Trump, il faut craindre le pire, parce qu'il l'a déjà annoncé, lui, une capitulation de l'Ukraine ne lui pose absolument aucun problème. Si c'est Kamala Harris, ce sera très différent, mais personne ne sait réellement ce qu'elle décidera. Juste pour qu'on comprenne bien, c'est quoi, quand vous dites craindre le pire, en cas d'élection de Donald Trump en novembre prochain, quelles pourraient être les conséquences à la fois sur le conflit Israël-Hamas et sur le conflit Ukraine-Russie ? Alors, Donald Trump l'a annoncé en partie. Il a dit qu'il prendrait 24 heures pour stopper ces combats. On sait très bien comment on stoppe les combats. Il dira à l'Ukraine, je vous livre plus d'armes si vous n'allez pas à la négociation. Et pour la négociation, vous accepterez ça, ça et ça. Donc pour l'Ukraine, ce sera une capitulation, puisqu'en l'état, elle n'a aucune carte à négocier avec les Russes. Par contre, au Proche-Orient, j'ai peur qu'un homme comme Donald Trump, qui n'est pas un va-t-en-guerre, mais qui est complètement radical et qui est sans limite dans son état d'esprit, soutiendra Netanyahou quoi qu'il fasse. Et du coup, ça donnera jusqu'à l'éradication du Hamas ?
Jusqu'à, je dirais, la destruction, en tout cas, des Palestiniens sur la bande de Gaza, puisqu'on se souvient, dans la biographie de Netanyahou, qu'il a écrit qu'en fait, Israël ne pourrait jamais vivre avec les Palestiniens en voisinage. Donc, Netanyahou ne cherche pas à massacrer les Palestiniens, il cherche à les chasser. En fait, il veut récupérer les territoires et que les Palestiniens finissent par partir d'eux-mêmes en se disant qu'ils n'ont pas de place sur le territoire d'Israël. C'est le cas aujourd'hui pour Gaza, qui est intégralement ravagé. Ce sera demain le cas pour la Cisjordanie. Et pour vous, Trump encouragera ça? Clairement, Trump soutiendra Netanyahou parce que quelque part, il trouve dans Netanyahou une forme de miroir de ce que lui-même serait capable de faire. Donc bien sûr qu'il le soutiendra et surtout, il ne lui imposera jamais de limites, comme le fera probablement une Kamala Harris, qui, quand elle a reçu Netanyahou il y a 3 semaines à Washington, lui a dit « Bien sûr que nous soutiendrons toujours Israël, mais je me soucie du peuple palestinien ». Merci. Merci beaucoup, Guillaume Ancel. Merci d'avoir été notre invité et de nous éclairer sur ce qui se passe actuellement à la fois au Proche-Orient et en Ukraine. On rappelle le titre de votre livre, Saint-Cyr, à l'école de la Grande Muette. C'est chez Flammarion. Merci beaucoup, Guillaume Ancel. Merci. Et à bientôt, on l'espère, dans cette émission.